Bonsoir, merci d'être là. Alors, je vais vous dérouler la réunion publique du jour. En premier point, on va rencontrer, enfin, on va faire la présentation du chef de la police municipale qui sera avec nous et ses équipes, Pierre-Olivier Tempier. Il y a Anthony Samama qui devait être avec nous mais qui est excusé. Ensuite, on fera un point budget participatif avec Mathieu Luineau, qui est adjoint au maire, chargé de la démocratie participative et du budget participatif. Et enfin, on terminera par l'activité du conseil de quartier, où on fera un bilan avec vous. Voilà. Vous pourrez poser des questions. Il faudra juste attendre la fin des réponses pour intervenir. Je vous remercie déjà par avance. Je vais laisser le micro à Louise Agathe, qui va peut-être vous saluer avant. Non, c'est bon, on fera après. Bon, alors on démarre tout de suite. Ouais. Allez, c'est parti. Bon, messieurs, dames, bonsoir. Donc je suis monsieur Tempier Pierre-Olivier. Je suis le nouveau directeur de la division territoriale 15e de la police municipale. Donc je ne sais pas si vous connaissez tous votre police municipale, mais c'est une police municipale encore jeune qui a été créée en 2021, enfin votée en 2021, mais qui a mis du temps, on va dire, à se composer parce qu'il a fallu former tout le monde. Hein. C'est des formations quand même très sérieuses. On a regroupé des anciens corps qui étaient les ISVP et les ASP. Bon, je ne vais pas m'attarder pour ne pas être trop long. Donc pour les intégrer à une police municipale, il a fallu créer une école, l'école municipale des métiers de la sécurité, l'école des métiers de la sécurité et de la prévention, le MSP. Donc une école créée de toutes pièces par la ville de Paris en équivalence du CNFPT, hein, du Centre national de formation de la fonction publique territoriale. Donc il a fallu créer une école de toutes pièces où on a formé ses agents à la police municipale. C'est des formations obligatoires hein, pour toute création de police municipale. Comme toute création de police municipale est conjointe à la rédaction d'une convention avec les forces de sécurité de l'État qui définit à la fois ses missions et à la fois ce qu'elle ne peut pas faire. Et en gros, la doctrine de la police municipale quoi, parisienne. Donc c'est une convention qui est accessible, j'imagine, je ne vais pas m'étendre dessus, elle est accessible sur Internet. Donc c'est la convention de la police municipale de la ville de Paris. Donc moi également, je suis parti, la différence c'est que je suis parti en formation, moi par contre, au CNFPT de Pantin, pendant 11 mois. On va dire en cours de carrière, on est tous repartis se former, et mes collègues ici présents également, en tant que chef de service, qui sont mes collaborateurs. Donc je suis reparti 11 mois, on a sanctionné pour moi un mémoire, pour eux un projet de service. Donc voilà, c'est des vraies formations, hein, c'est une police municipale réglementaire, l'équivalent d'autres polices municipales de province, et c'est hyper carré au niveau de la formation, il n'y a pas de problème. Donc actuellement, ce sont 17 divisions territoriales sur Paris. Donc pourquoi 17 ? Parce que vous savez que le 1, 2, 3, 4 maintenant est un seul arrondissement. Non, c'est pas non, on laisse l'histoire. On est juste sur une présentation. Pourquoi 17 divisions ? Parce que le 1, 2, 3, 4 est donc un seul arrondissement. Donc c'est 17 arrondissements. Sinon, on est une police municipale active sur l'espace public de 7h à 24h. En dehors de ces horaires, on a des divisions d'appui. Bon, on en a toute la journée aussi, mais particulièrement en dehors de ces horaires, on a les divisions d'appui soirée, divisions d'appui nuit. Donc on est une PM active H24. Les DT, 7h minuit. Voilà. Sinon, la DT15 en elle-même, donc c'est 185 effectifs, mais ce n'est pas 185 effectifs sur l'espace public, bien sûr. C'est toute une composition d'un service, d'une division territoriale de la ville de Paris. Sur le terrain, c'est 16 chefs de service, dont font partie mes deux collaborateurs. Donc. Pas d'adjoint pour l'instant à mon niveau, je suis tout seul à gérer 185 effectifs, enfin, pas tout seul, j'ai mes 16 collaborateurs. Mais voilà, donc je suis seul à la tête de cette division. Donc c'est 71 gardiens de police municipale qui sont tous à PJA, agents de police judiciaire adjoint. Moi également, je suis agent de police judiciaire adjoint. Donc la différence avec les anciens chefs de division, c'est que moi j'ai entre parenthèses épousé la réforme, quoi.
je suis vraiment rentré dans la police municipale. Avant moi, c'était, et c'est encore le cas dans certaines divisions actuelles, c'était des attachés d'administration qui pilotaient, comme d'autres divisions, comme la DPE, enfin la division de la propreté ou la division des espaces verts, c'était des attachés de division qui pilotaient ces divisions territoriales et qui les pilotent encore. Donc la particularité, c'est que moi, je suis policier municipal, donc le grade de directeur. Alors c'est pas seulement que la police municipale, hein, c'est aussi, même s'ils font partie aussi de notre direction, c'est des compétences différentes, mais c'est 75 agents d'accueil et de surveillance. Donc c'est les agents d'accueil et de surveillance que vous côtoyez dans vos espaces verts, le plus souvent pour vous. C'est aussi la brigade de surveillance de la mairie que vous devez côtoyer quand vous venez en mairie d'arrondissement. Et c'est aussi 11 médiateurs de l'espace public. Là, on est vraiment sur des missions différentes. On va dire que leur principale mission, c'est les alertes RIX devant les établissements, enfin pas seulement dans les établissements scolaires, ça peut être n'importe où sur l'arrondissement. Et voilà, une des missions où on les envoie, on va dire, c'est sur des alertes RIX entre bandes. Donc c'est prévu dans la convention de coordination, mais c'est extrêmement développé sur cet arrondissement. C'est aussi beaucoup de missions conjointes avec la police nationale, notamment en soirée. En soirée, on a une brigade de soirée un petit peu plus interventionniste et un peu plus, on va dire profilée sécurité, même si ce n'est pas totalement la doctrine. Voilà, on a une brigade de soirée, une très belle brigade de soirée d'une vingtaine de gardiens brigadiers, qui est un petit peu plus profilée sécurité. Vous comprendrez, ils travaillent de 16h à minuit. Donc elle est chère à notre cœur au niveau intervention. C'est un petit peu plus punchy, on va dire. La soirée, ça peut être des problématiques un peu plus... Donc les modes de patrouille qui sont privilégiés, surtout en jour, c'est bien sûr le pédestre et le VTT. Parce que c'est avant tout la police du quotidien, la police de la proximité. Donc évidemment, pour être proche des Parisiens, l'idéal c'est d'être à pied et en VTT. Bon, malheureusement, c'est pas toujours possible. Donc on garde quand même un parc de véhicules. Mais le but, c'est de se distribuer sur les missions. Quand on est en véhicule, c'est par exemple d'arriver à un marché et de couvrir le marché pendant 3 heures après avoir posé le véhicule. Hein. C'est ça, le véhicule, ce n'est qu'un moyen de transport pour aller à un point ou à un autre. On a aussi une convention récemment créée avec la RATP qui nous permet d'emprunter les transports en commun en tenue. C'est pas encore très développé. En même temps, ça sert beaucoup dans les tramways, dans d'autres arrondissements, mais là on a moins de projection dans les tramways. Ils sont plus à l'extérieur de l'arrondissement. Parce que dans d'autres arrondissements, ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai fait 13 ans dans le 18e. J'ai oublié de le dire. Donc ça m'a un peu marqué. C'est un arrondissement un petit peu différent du vôtre, heureusement pour vous. Enfin, heureusement que vous êtes différent du vôtre. Enfin, mais c'est hyper bien. Mais ça s'est bien amélioré. Hein. Il y a eu beaucoup d'investissements faits dans le 18e et c'est maintenant un très bel arrondissement qu'on a beaucoup de mal à quitter. Parce que on n'est pas là pour parler du 18e, mais c'est un arrondissement à 2 visages qui est vraiment très, 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 très attachant pour moi. 13 ans de ma carrière. D'ailleurs, hier, je me suis raté à plusieurs reprises. J'ai dit 18e au lieu de 15e. Voilà. On n'efface pas 13 ans comme ça en 2 secondes. Quoi. Voilà. Sinon, alors les missions, j'ai parlé des marchés. Vous avez dû peut-être nous voir, je ne sais pas si c'est peut-être hors secteur, là, mais vous avez peut-être dû nous voir sur certaines manifestations festives récemment, comme les 10 km du 15, où on a bien renforcé les bénévoles, bien sûr avec nos compétences code de la route. On était sur les carrefours les plus dangereux, bien évidemment. Je crois qu'on a ouvert et fermé la course aussi. C'est particulièrement mon adjoint là, qui s'en est occupé, Patrice, là, qui était vraiment à la tête du dispositif. C'était le dimanche, c'était un dimanche. On a fait le festival Brassens, dans le parc Brassens, où j'avais déployé un bel effectif. Vous allez nous voir sur les illuminations de Noël, fermeture des voies autour de l'avenue de Breteuil. On a fait les défilés d'enfants rue d'Halloween. Vous voyez ce genre de missions qui sont agréables pour nous, mais qui sont aussi très sécurisantes au niveau visibilité quand on est présent. On a fait aussi une intervention un peu plus sécuritaire sur le renfort sur le parc de l'Étrange sur Citroën, où il y avait des tirs de mortier encore la semaine dernière. On est aussi beaucoup sur le stationnement. Une de nos grosses missions, c'est le stationnement gênant ou abusif. Donc à savoir qu'on n'intervient pas sur le stationnement payant, hein, c'est privatisé au niveau de la ville de Paris.
Il y a 2 sociétés qui sont sur le marché. Nous, on est uniquement sur le stationnement gênant. Pour vos demandes vers la police municipale et le 3975, il faut vraiment que vous soyez sur une situation de stationnement gênant. Voilà, pas de stationnement payant. Là, ça dépend pas de nous. Que dire encore en soirée, on participe on a une grosse collaboration avec la police nationale, ça je l'ai déjà dit, mais notamment avec l'unité de police administrative, quand il y a des problématiques importantes de nuisances sonores sur certains établissements bien ciblés, en collaboration avec les élus ou avec vos référents. On peut participer par des rapports et des verbalisations à des procédures tout simplement de fermeture de ces établissements, de fermeture temporaire de ces établissements. Donc bien sûr, la procédure judiciaire est faite par l'UPA, par la police nationale, mais on enrichit les dossiers et on aide l'UPA à constituer les dossiers de fermeture par nos rapports d'agents de police judiciaire adjoints. Voilà. Ah oui, cette convention, elle définit nos missions, mais elle définit aussi ce qu'on ne peut pas faire. Notamment la répression et l'usage du trafic de stupéfiants, qui reste de la mission de la police nationale. La répression des crimes et délits. Bon, alors bien sûr, on est en uniforme sur l'espace public, on est agent de police judiciaire adjoint. Si on tombe sur un flagrant délit, un crime, voilà. Mais dans la notion de l'article 73 en flagrant délit, on va bien sûr intervenir et mettre à disposition d'un officier de police judiciaire l'auteur du délit, hein, c'est bien évident. Hein. Mais ce n'est pas le but de la mission. Ce n'est pas le but de la planification de la mission, ça ne va pas être la répression des crimes et délits, quoi. Si on tombe dessus, on va intervenir, bien évidemment. On est agent de police municipale en tenue d'uniforme sur l'espace public, on ne va pas rester à regarder. Hein. Le maintien de l'ordre, on ne fait pas de maintien de l'ordre, hein, parce que le maintien de l'ordre, c'est un officier de police judiciaire qui intervient, et puis de toute façon, il faut une formation, un équipement que nous n'avons pas. Il y a un choix, ça je ne suis pas venu, mais il y a un choix à la création de la police municipale parisienne. Nous n'avons pas d'armes létales, comme vous pouvez le constater. Par contre, on est armé quand même. Hein. On est armé d'un extincteur lacrymogène qui est quand même classé en catégorie B de 300 millilitres. Hein. Il est classé en catégorie B parce qu'il a une grosse contenance. C'est pas n'importe quel extincteur lacrymogène. Et donc un bâton de défense, 2 types de bâtons de défense également. Et tout ça, ça fait l'objet d'assermentation au niveau de la préfecture et de formation permanente auxquelles on est tenu, sinon on retire l'armement. Voilà, donc c'est quand même, tout ça c'est hyper cadré, hein. C'est cadré dans le Code de la sécurité intérieure, si vous voulez vous intéresser, livret 5 du Code de la sécurité intérieure. Hein. Tout ça c'est écrit, cadré, enfin voilà, c'est sérieux, quoi. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition et mes adjoints également. Oui, bonsoir. J'avais 2 questions. Géographiquement, vous êtes où quand vous n'êtes pas sur le terrain? Et puis, est-ce que la police municipale a un rôle avec les personnes qui sont sans abri? Alors, géographiquement, on n'est pas loin. On est venu à pied. Mais je ne vais pas vous le dire. Parce qu'on n'est pas un poste ouvert au public. Ah, d'accord. Voilà, on est joignable, contrairement à la police nationale, on n'a pas d'accueil au niveau de c'est pas un commissariat, quoi. Voilà. Ça, je sais qu'en banlieue ou dans d'autres polices municipales, ça se fait, mais pour l'instant, ça ne se fait pas à notre niveau, parce qu'on n'a pas le potentiel d'accueil. Mais on n'est pas loin, et on a la chance d'être, contrairement à d'autres d'été, on a la chance d'être implanté sur le 15e arrondissement. Voilà. On est à 10 minutes à pied d'ici, on est en plein milieu du 15e, on est bien situé géographiquement. Bon, on aimerait bien avoir des locaux un peu plus grands, mais on est au cœur du 15e, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'était quoi l'autre question? Les parts. Ah oui. Alors normalement, à l'origine, en centrale, on a une unité d'assistance aux sans-abri. Il a été fait le choix, il y a 2 ans en arrière, dans les plus gros arrondissements, dont le nôtre, de créer une cellule technique personne à la rue. Donc c'est 3 effectifs, dont un chef de service, dont une chef de service en l'occurrence. Il y a d'ailleurs 2 personnels féminins et un personnel masculin qui sont le premier champ d'intervention sur les personnes à la rue, dans le respect de la boîte à outils sociale qui est rédigée en centrale et qui établit une doctrine bien précise pour les personnes à la rue, hein, parce que ça reste de l'humain. Hein.
Voilà, on n'intervient pas sur de l'humain, surtout des personnes à la rue. Comme ça, il y a des fiches d'emploi pour chaque situation. Alors là, je vous avoue que la situation la plus délicate, c'est l'implantation d'une tente. Voilà, c'est le champ où il y a le plus de respect, on va dire. Voilà, parce que souvent, une personne à la rue, dans la tente, c'est là qu'il y a ses derniers biens, les dernières choses qui lui restent. Vous pourrez remarquer, certaines tentes sont même cadenassées. Donc voilà, donc il y a un vrai respect quand il y a une implantation de tente. Après, cette unité, elle a été aussi créée en respect toujours de la boîte à outils pour éventuellement déplacer par la médiation des personnes qui pourraient être dans des endroits gênants. Voilà, ce qui ne se faisait pas dans le passé. Alors par la médiation, je précise. Voilà. Je sais pas, une sortie de secours d'une école, voilà, les caressants. Qu'est-ce qu'il y a eu sortie de secours d'un gymnase hier soir. Une personne sous addiction forte à l'alcool qui fait beaucoup de nuisances sonores et qui est très insalubre et qui est devant un bâtiment, devant les fenêtres des riverains. Voilà, dans la limite où c'est sur l'espace public, on n'intervient pas dans. Ah ouais, j'ai oublié de le dire, on n'intervient pas dans les espaces privatifs. Il n'y a pas de convention avec une résidence ou quoi que ce soit, on n'intervient absolument pas dans les espaces privatifs. Ça peut se poser dans le cas de figure d'une implantation personne à la rue aussi. Des fois, on nous demande d'intervenir, la personne à la rue n'est pas sur l'espace public, on n'y va pas. Voilà. Alors, au-delà de 3 tentes, on appelle ça un campement, et là, c'est plus de notre compétence. Ça repasse sur la compétence de l'UASA, qui est donc l'unité centrale, et de la DESOL, Direction des Solidarités, qui chapeaute tout un échelon d'intervention sociale que je n'ai pas immédiatement en tête, mais voilà, SAMU social, tout ça, ça dépend de la DESOL. Et là, quand on passe sur l'échelon campement, il y en a 2 sur l'arrondissement, ça va, c'est raisonnable. Et là c'est eux qui gèrent et qui interviennent. Au début, on fait une petite physio et on leur passe la main. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a eu ? Ah oui, il y a eu un caressant aussi, les tentes, mais c'est pas sur notre secteur. Sous le métro aérien, Garibaldi, sortie de secours de la RATP, un campement. Donc là, le DGSEP, donc le directeur général des services espaces publics, a pris sur lui, donc en collaboration avec la police nationale cette fois-ci, on a fait déplacer ces tentes. Voilà. Parce que là, c'était vraiment une gêne importante à l'évacuation du métro, de la station de métro à côté du TEP Duplex. Voilà. Oui, bonsoir. Donc c'est Yves Lejean, Paris-Ancel. J'avais une petite question concernant votre activité concernant la sécurité routière. Savoir si vous aviez des objectifs qui avaient été fixés à l'échelle de l'arrondissement, qui découlent éventuellement d'objectifs de la ville de Paris en général. Dans l'arrondissement, on voit qu'on a encore, en 2023, on a eu deux décès piétons cyclistes et 8 personnes hospitalisées, donc gravement blessées. En 2024, c'était pas beaucoup mieux parce qu'on a eu un mort et une douzaine de blessés aussi parmi les piétons et les cyclistes. Et donc je voulais savoir comment ça s'articule. Donc vous savez que nous on est plutôt dans une vision de vision zéro. Donc l'objectif 0 mort, 0 blessé grave, c'est un objectif qui semble assez logique en matière de sécurité routière dans une grande ville qui se donne des ambitions. Et je voulais savoir comment ça se déclinait sur le terrain, en particulier avec les outils que vous avez en matière de verbalisation. Sachant que on voit que sur les verbalisations, par exemple les excès de vitesse, tout excès de vitesse confondu à l'échelle de Paris, c'est 0,7% des PV. Les refus de priorité aux piétons, c'est 0,1%. Et les refus de priorité au cycle, c'est 0%. Parce qu'en fait, il y en a eu 5 en un an, en 2024. Et bon, on sait que les ressources sont limitées, mais toutes ces infractions que je vous ai citées, il y en a moins au final que des verbalisations pour port d'oreillette. Donc je pense que ça ennuie tout le monde que les gens écoutent de la musique, mais je pense que ça les embête moins que de se faire écraser sur un passage piéton. Donc je voulais savoir comment ça se déclinait en matière d'objectifs pour les effectifs de la police municipale du 15e. Voilà, merci. Ça tombe bien, on en a parlé ce matin en réunion de sous-direction. Alors, on en a parlé pour le centre. On en est à déplacer les points écoles. Vous savez que sur le centre, il y a des véritables autoroutes à vélo, Sébasto, Rivoli, etc. Je ne connais pas par cœur, mais on en est à déplacer les points écoles sur les autoroutes à vélo
parce qu'il y a plus de risques de se faire shooter, de se faire écraser par un vélo, enfin renverser par un vélo, pour les enfants, que par une voiture. Donc on avait ça à l'ordre du jour ce matin, de déplacer le point école sur l'autoroute à vélo. Donc oui, effectivement, ici, j'ai en tête, je sais pas, la rue de Vaugirard, ouais, voilà, l'autoroute de Vaugirard, l'autoroute Pasteur, je sais pas si c'est votre secteur, mais ouais, voilà. Donc je suis moi-même cycliste, hein, je dis pas ça pour faire beau, hein, voilà, j'étais du CCBB. Voilà, donc c'est effectivement, on va dire, la grosse priorité dans nos opérations de contrôle. Alors moi aussi, j'ai découvert, il y a 4 ans, cette histoire d'oreillette. J'étais un peu surpris la première fois, mais bon, voilà, c'est interdit, quoi. Enfin, moi, je ne remets pas du tout en cause le fait que vous verbalisez les oreillettes. Ce qui me frappe, c'est pas une priorité. C'est qu'au final, on en a quand même plus que des excès de vitesse, vous voyez. Enfin, excès de vitesse. Ouais, excès de vitesse. La seule fois où on a fait des excès de vitesse, c'est dans le 9e, je crois. Non, vous verbalisez des cyclistes sur les quais. Sur les quais, il y a des... Non, tout compris. On parle plus des vélos, là. Ah non, tout compris. Ah oui, excusez-moi. Tout compris. Vous parliez des vélos. Non, tout compris, 8800. Il y a des vélos dedans parce que c'est à l'échelle de Paris, mais c'est quand même 8800 pour excès de vitesse tout Paris confondu, alors qu'il y a 10 500 ports d'oreillettes, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que, en termes d'impact, si l'objectif c'est d'avoir 0 blessé grave et 0 mort, il y a peut-être une focalisation à avoir en premier lieu, quoi. On a effectivement un cinémomètre en DT et on fait des opérations excès de vitesse, je vous le confirme. Alors le mieux, c'est qu'il faut trouver des bons endroits parce que je suis arrivé, c'était beaucoup le tunnel Javel qui est limité à 30. Hein. Donc vous imaginez le carton qu'on peut faire dans un tunnel Javel qui est limité à 30. Hein. Vous connaissez tous le tunnel Javel. Quai d'ici, on l'a vers Porte de Versailles. Je suis là que depuis un mois et demi. Hein, des endroits où il y a beaucoup de circulation, on va dire. Après, ici, c'est dans votre quartier, c'est des petites rues. Dans votre quartier, bonsoir mesdames, je suis en fin de compte chef de soirée. Et en fin de compte, ces opérations, notamment pour verbaliser les vélos ou les excès de vitesse, ça se fait beaucoup le matin, parce qu'en soirée, après la nuit, c'est un peu plus compliqué. Voilà, il y a d'autres matières pour intervenir, plus en jour. Et sur votre quartier, c'est surtout Vaugirard. Hein. J'ai mon collègue qui est du matin, il va vous le confirmer. Vaugirard Convention. Après, les petites rues ici, c'est un peu différent que si on descendrait sur Porte de Versailles, quai d'Issy-les-Moulineaux, où là, effectivement, on a pas mal de contrôles, mais sur le 15e même, moi, ce que j'ai fait, je peux pas dire qu'il y a énormément d'excès de vitesse. C'est-à-dire, souvent, c'est 10 de plus, c'est quand même un excès. Mais même sur Porte de Versailles, quelquefois, ils arrivent à tout bombe. Là, on l'arrive à attraper sur tous les motos où ça roule assez vite, où il y a des fois où on a l'impression qu'ils sont en excès de vitesse, parce que nous, on est à pied. C'est vrai que la voiture, ça fait peur. Voilà. Concernant nos opérations, toutes les semaines, il y a des opérations de contrôle, notamment, effectivement, tous les jours même. Hein. Pour les cyclistes, c'est tous les jours. Hein. Voilà. 2 par jour. J'ai vérifié avec le programmateur. Parce que moi aussi, je parle des cyclistes, là, hein, pas des cinémomètres. Cinémomètres, c'est opération radar. On a un pistolet radar. Et pour revenir au tunnel Javel, la semaine dernière, on a fait 3 rétentions de permis. Donc c'est des excès au-delà de 30 km/h et pourtant on met des marges. Hein. Je crois que la marge, je ne vais pas le dire. Mais voilà. Mais on a fait 3 rétentions de permis parce qu'on peut faire des rétentions de permis pour un excès supérieur à 30 km/h. Donc on en a fait au moins 3, si ce n'est plus, la semaine dernière. Je sais que j'ai des spécialistes. C'est pas toi directement, mais c'est Henri, je crois, qui fait beaucoup ça. Ouais, mais on a un cinémomètre. Ah ouais, on fait intervenir les motards pour des opérations... nuisance... nuisance sonore avec leur toit d'échappement. À Porte de Versailles, on a encore fait une opération récente. Comment on appelle ça l'appareil pour sonomètre, je suis bête. Ouais, sonomètre. Donc là, on ne l'a pas endetté. On est obligé de faire venir une unité d'appui, donc les motards, qui sont une unité d'appui jour, qui viennent avec leur sonomètre et qui ont la technicité. On les assiste, on fait d'autres verbalisations autour de ça, comme des franchissements de feu, les cyclistes, tout ce qu'on peut faire. Et eux, ils font le sonomètre. C'est souvent à Porte de Versailles, hein, parce qu'il faut un endroit où faire stationner les motos, pour après mettre le sonomètre dans le pot d'échappement. Et vous savez, sur la carte grise, vous avez un débit sonore à respecter. Et encore une fois, on met une marge, hein, comme tout le monde, quoi. La police nationale aussi.
on met une marge de sécurité, et donc quand on le verbalise, c'est qu'il est au moins 10 au-dessus, quoi, voilà. Et, en tout cas, je pense que on va laisser la parole aussi au public, mais disons que autant les excès de vitesse spectaculaires dans le tunnel de Cévennes, Citroën, c'est effectivement, j'imagine, j'ai aucun mal à imaginer ce que ça peut donner, autant même un 50 km/h dans la rue Falguière avec des passages piétons sans feu qui ne sont pas respectés, ça peut être autrement plus dangereux, parce que heureusement, il n'y a pas de piétons normalement qui se promènent dans le tunnel, quoi. Donc c'est pour ça que je vous dis, même des excès de vitesse petits, entre guillemets, quand ça se passe dans des rues où il ne devrait pas y avoir transit motorisé, mais on en a toujours parce que la rue Falguière avec la rue Castagnari reste un raccourci vers le centre de Paris, ça reste problématique. Voilà. Je vais vous laisser ma carte, et je suis preneur de propositions, d'endroits où faire du cinémomètre, pas du sonomètre, mais parce que c'est assez limité, il faut faire garer les motos. Mais je vous laisse mes coordonnées. Je ne les laisse pas à beaucoup de monde, hein, parce que ma boîte mail elle va exploser sinon. Mais je vous laisse mes coordonnées, il n'y a pas de problème, et vous me donnez des pistes, je suis preneur, hein, il n'y a pas de problème. Merci. Prenez un micro, madame, on ne vous entend pas. Bah si, mais avec un micro, c'est mieux. Ouais. Oui, qu'il y ait le respect des piétons, notamment par les cyclistes. Rue de Vaugirard, c'est très dangereux. Moi, je suis là avec mes petits-enfants, et franchement, j'ai beaucoup plus à faire attention aux vélos qu'aux voitures, pratiquement. Et ils vont vite, motorisés, et c'est dangereux pour les piétons. Moi, j'ai des problèmes de jambes, s'ils me rentrent dedans, je ne sais pas ce que je deviens. Et c'est vraiment un problème. On fait des journées. Des feux, enfin bon, et voilà. Et je parle que des passages protégés. On passe au rouge, enfin vert pour le piéton, le vélo arrive à fond de ballon. Voilà. Bon. Voilà. Bon. On fait carrément des journées de respect du piéton, on fait des journées à thème comme ça. Et effectivement, dans le code de la rue, c'est tout à fait verbalisable, oui, bien sûr. Dans le cadre d'un franchissement de feu, déjà, il y a non-respect du passage protégé. Et puis non-respect tout simplement du passage protégé, c'est verbalisé. J'ai pas le NATINF. NATINF, c'est le code de l'infraction qu'on rentre dans le PV électronique. J'ai pas le NATINF en tête parce que moi, je verbalise très peu, pour être franc, mais je monte plutôt les opérations. Mais ah ouais, 4e classe alors. 135 € ce genre de PV pour info. De toute façon, tout est à 135 € maintenant, hein, Patrice. Quasiment. Hein. Tout est en 4e classe, hein, donc franchissement de feu. Rue de Vaugirard, c'est infernal. Ah, on est d'accord. Bonjour Sylvie Bouillot, je suis d'accord avec vous madame, c'est infernal, infernal de traverser. Hein. Et dans tout Paris. Les piétons, moi j'ai 10 fois plus peur des piétons, des vélos que des voitures. Hein. Il y a un irrespect absolument total. Hein. Quand je vous disais qu'on en est à déplacer les points écoles dans le centre sur les autoroutes cyclables de Sébasto, de Rivoli, c'est pas pour rien, c'est parce que les gens... il faut savoir qu'un vélo, c'est pas identifiable, monsieur le sait très bien. Je veux dire, pourtant, les speedbikes devraient être tenus de mettre des plaques d'immatriculation. Certains, enfin même tous les speedbikes, et les vélos électriques débridés. Mais voilà, un vélo, malheureusement... Je suis pas pour qu'on mette des plaques sur les vélos, mais bon, c'est pas identifiable. Donc il y a une sorte d'impunité qui s'est développée, du non-respect du code de la route, et elle est peut-être un peu moins présente sur le 15e. J'ai vu pire sur d'autres arrondissements. Mais bon, c'est déjà de trop, bien sûr. C'est déjà de trop. Mais j'ai été surpris de voir certains cyclistes s'arrêter au feu sur Vaugirard. J'avais pas cette habitude-là sur d'autres arrondissements, on va dire. Voilà. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre intervention. J'ai juste une question sur Voisins Vigilants qui a été mis en place dans cet arrondissement, qui est le seul de Paris. C'est pas votre domaine, c'est pas mon ça sujet. Monsieur Samama. Ça, c'était monsieur Samama. D'accord, je poserai ma question. La police municipale parisienne n'intervient pas là-dessus. Nous, c'est DMR. DMR dans ma rue. Solène, le nouveau mode de signalement sur paris.fr où vous pouvez renseigner une fiche Solène.
Et bien sûr le 3975 qui est notre 17 à nous, sans pour autant remplacer le 17. Hein, attention, hein. La police nationale reste le moyen, la force d'intervention prioritaire sur tout ce qui est délictuel, hein, qu'on s'entende bien. Hein. La police municipale, vous l'appelez... Enfin, on est une vraie police, hein, mais je veux dire, vous nous appelez pour le stationnement gênant, pour des problématiques de nuisance sonore, dans le cadre de nos compétences. Si vous êtes face à un délit grave, c'est la police nationale qu'il faut appeler. Oui, bonjour monsieur, j'ai compris que vous avez un pouvoir pour faire modifier la voirie quand il y a un problème. Nous, on a un cas, suite à l'aménagement rue Saint-Amand de la piste cyclable où les voitures stationnent en double fil, on a un parking 27-29 rue Saint-Amand. Quand on sort, on ne voit pas du tout les voitures qui viennent de la gauche parce que les voitures stationnées, elles occultent complètement la vue. Et quand on rentre, on ne voit pas le cycliste. Alors, on a déjà signalé le problème lors de la précédente réunion, mais bon, ça ne bouge pas. Alors, j'ai autre chose à dire. Ça fait 20 ans que je viens en conseil de quartier, et pour faire bouger la mairie, il y a toujours un prétexte, pas d'argent, etc. Alors, on va vous écrire en vous menaçant de faire un procès s'il y a d'accident. Bah, la fiche Solène. En arriver là, c'est quand même pas possible. Suite au... Alors, je comprends votre colère, parce qu'effectivement, vous n'avez pas vu de changement. Sachez que de notre côté, on n'a pas rien fait, on n'a pas attendu que ça passe. On a contacté la voirie, on a revu le plan avec eux pour que les améliorations dont on avait parlé la dernière fois, toutes les remontées qui ont été faites sur les problèmes liés au stationnement de la rue Saint-Amand, toutes les remontées ont été faites. Maintenant, voilà, effectivement, je comprends, c'est rageant parce que vous ne voyez pas les résultats de ça, et je comprends, parce qu'en plus, c'est inquiétant de se dire, bah super, s'il y a un piéton ou un vélo qui se fait renverser, c'est de ma faute, et... Je comprends tout à fait, mais ne vous dites pas qu'il ne se passe rien, ce n'est pas vrai. Ça a été pris en charge. Monsieur Pinet, qui est responsable, vous le savez, hein, de tout ce qui est voirie, a pris ça en main, bien évidemment. Je lui ai fait toutes les remontées nécessaires, j'avais tout bien pris en note. Donc voilà, je comprends, j'entends ce que vous dites. Après, voilà, les stationnements, et c'est quelque chose dont on parle souvent, hein, le problème, c'est aussi ça, c'est qu'effectivement, dans la sécurité et du piéton et du vélo, il y a certains stationnements qui sont effectivement très dangereux parce qu'ils gênent la visibilité. Ils sont garés à des endroits où effectivement le piéton s'engage, n'a pas assez de visibilité, ou même le vélo qui est sur piste cyclable. Vous savez, dans le cas des stationnements où la piste cyclable est côté trottoir, le stationnement est à côté de la piste cyclable. Effectivement, là aussi, pour le vélo, il peut y avoir des dépassements ou des personnes qui s'engagent sur la piste cyclable et ça peut être extrêmement dangereux. Donc c'est vrai que ça, c'est des choses qu'on voit aussi avec la voirie, avec la mission vélo, c'est retravaillé aussi. Hein. Le but, c'est effectivement que tout le monde soit en sécurité. Mais merci de votre remontée, j'ai noté. Un commentaire on continue. Aussi sur votre équipement. J'ai compris qu'il n'y a pas assez de budget pour équiper vos équipes de taser. Qu'est-ce que vous faites en cas de personne qui a un couteau? C'est pas votre extincteur, il ne faut pas rigoler. Hein. Non, c'est pas une question de budget. C'est un choix de la mairie de Paris de développer une police du quotidien, une police de proximité non armée, d'armes létales. Mais c'est pas létal. Et oui, le taser, c'est une arme intermédiaire en fait. Ça peut être utile surtout face à un couteau, quoi, une arme blanche. Ouais, qu'est-ce que vous faites face à quelqu'un qui a un couteau? On gaz. Pas on gaz. 50 kilos dans le dos. Non, on l'a eu, on a eu le cas de figure. C'est pas pratique. Hein. Face à un sécateur, on gaz et non, on a des matraques. Je crois qu'elle est à côté de la plaque. Hein. Moi, je peux pas. Excusez-moi, mais je peux pas me prononcer sur la doctrine. Là, je peux pas m'engager. Il y a l'élection bientôt. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Je peux pas m'engager là-dessus. Bonsoir. Oui, excusez-moi. Non, pardon. On va repasser une fois dans le fond et on revient vers tout de suite. Oui, moi je suis cycliste et je voulais juste qu'on supprime le petit triangle orange qui permet de brûler les feux. Moi, quand j'ai envie de passer, je mets pied à terre et je passe le feu rouge. Mais je pense que c'est une incitation à renverser tout le monde, ce triangle orange. Là, c'est la DVD, direction de la voirie et des déplacements, comme disait madame. On peut donner un avis dans des groupes de travail ou quoi, mais voilà, c'est des choix municipaux. Moi, c'est comme les contresens à vélo. Effectivement, je les pratique aussi. Ça peut être risqué, mais ça s'entend. Pour moi, ça s'entend. Mais c'est surtout pour tourner, les triangles. Quand il n'y a pas d'intersection. S'il vous plaît. Donc, moi, en tant que
piéton, je suis là, monsieur. En tant que piéton, je m'aperçois que en fait, les vélos ont tous les droits. Dès qu'il y a un petit embouteillage et une livraison, tout le monde s'arrête, sauf les vélos qui empruntent les trottoirs pour aller plus vite, ainsi de suite. Ma question aujourd'hui, c'est sur les vélos cargo. Est-ce que la ville de Paris a une politique, des contrôles, ou est-ce que c'est anodin, ces poids lourds qui circulent encore d'une façon plus violente que les vélos ordinaires? Est-ce qu'il y a un minimum de contrôle? Dès l'instant où ils respectent la réglementation, c'est-à-dire qu'ils ne dépassent pas 25 km/h, qui sont classés dans la classe des vélos à assistance électrique, il n'y a pas d'histoire de dimension. Oui, c'est ça, les 25 km/h. Du moment qu'ils ne sont pas débridés, que ce n'est pas des speed bikes, il n'y a pas de responsabilité. Effectivement, ça prend plus de place. Moi aussi, je me suis retrouvé face à des vélos cargo qui doublaient sur une piste de cyclable. C'est un peu impressionnant. Il ne faut pas se le prendre, quoi. Mais... Non, mais c'est comme un VAE, un vélo à assistance électrique. Ils sont tous à assistance électrique. De toute façon, les cargos, hein, c'est obligatoire pour emmener la charge. Donc, non, il n'y a pas de réglementation particulière. Enfin, non, je pense pas, non. Non, simplement, ils sont limités à 25 km/h, comme les autres VAE ou VTTAE ou assistance électrique. C'est quand même étonnant, parce que pour les poids lourds, on a des contrôles, pour les vélos, on n'a pas de contrôle. La question se pose surtout avec les vélos rallongés où les parents emmènent leurs enfants là, derrière. Je crois que maintenant, il y a une politique de crash test. Enfin, c'est un peu plus, ça commence à être un peu plus sérieux. Le port du casque obligatoire en dessous de 12 ans, c'est tout ce qui m'arrive à l'esprit. Pardon, excusez-moi, juste, on va essayer de passer la parole de manière un petit peu plus simple, parce que normalement, il y a un petit ordre de passage, mais c'est pas grave. Juste, attendez d'avoir un micro pour prendre la parole, parce que comme les réunions, vous savez, sont enregistrées, si vous ne prenez pas le micro, on ne comprend plus rien et on ne comprend pas qui parle. Donc, attendez bien d'avoir le micro pour prendre la parole, s'il vous plaît. Merci. Oui, moi j'ai vu un monsieur qui avait son bébé devant lui et 2 enfants derrière, qui étaient en vélo. Personnellement, ça m'a choqué quand même. S'ils ne portent pas de casque, oui. Parce que c'est le casque qui est obligatoire. En dessous de 12 ans, je crois. Je vous avoue que je ne suis pas spécialiste. Et j'ai vu aussi dans un vélo cargo 4 enfants devant et un enfant derrière. Voilà. Oui, ça c'est les vélos avec le bac devant. Là. Voilà, c'est pas les... oui. Ils étaient 4 devant et il y en avait un. Je pense qu'il y a des vides juridiques là-dedans, mais je crois que pour simplifier un petit peu vos questions, très sincèrement, on est face aussi à des nouvelles pratiques, c'est-à-dire que tout ça, c'est très nouveau. On voit bien à quel point le vélo s'est développé dans la ville, à quel point on a développé le vélo cargo, effectivement les transports d'enfants sur ces vélos avec comme un petit banc ou avec un bac à l'avant. Tout ça, c'est très nouveau et les législateurs ne sont pas encore... se sont pas encore totalement emparés de toutes ces questions, d'accord, parce qu'effectivement, on a une nouvelle pratique aujourd'hui du vélo dans la ville. Donc, vos questions sont tout à fait légitimes, hein, cela dit. C'est vrai qu'on peut se poser la question. Moi, je suis comme vous. Alors, moi, c'était pire que ça, parce que moi, j'ai vu un papa avec des tout-petits sur un Vélib avec un debout sur le cadre avant et le deuxième assis derrière, qui traverse un carrefour en grillant le feu rouge. Donc, je me suis dit qu'il tenait peut-être pas trop à la vie de ses enfants, ce monsieur, mais enfin bon. Mais... on en voit, voilà, c'est vrai, vous avez raison. Mais il n'empêche qu'il y a aussi beaucoup de gens. Ce que je voudrais juste essayer de redire un petit peu, parce que là, je ne veux pas non plus que le débat s'enlise dans les cyclistes sont tous des délinquants et les piétons sont tous des victimes. On est beaucoup à pratiquer le vélo aussi à Paris. Hein, voilà, monsieur fait du vélo à Paris, moi j'en fais tous les jours aussi. Monsieur Adouche aussi. Voilà, moi j'ai déjà failli avoir un accident à cause d'un piéton qui est descendu du trottoir sans regarder. C'était pas un passage piéton, je précise. Hein, j'étais sur ma voie, j'étais bien à ma place. On est tous responsables de nos déplacements, on est tous responsables de la sécurité des uns et des autres. Donc en fait, il ne faut pas cristalliser ce débat en se disant que c'est forcément les cyclistes qui sont en tort et les piétons qui sont tous des victimes. C'est pas vrai. On peut tous être victimes sur la route, tous autant qu'on est. Donc l'idée maintenant, c'est d'apprendre à vivre ensemble. Et ça ne veut pas dire que je ne reconnais pas ce que vous dites là. Moi-même à vélo, je le vois.
quand je m'arrête à un feu rouge, parce que je m'arrête au feu rouge, eh bien, effectivement, je me fais engueuler par d'autres cyclistes qui, eux, n'avaient pas envie de s'arrêter au feu rouge. D'accord ? Donc, tout ça, en fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne faut pas non plus trop cristalliser le débat autour de... En tout cas, le rendre trop manichéen avec les piétons victimes et les méchants vélos de l'autre. Je pense qu'il y a beaucoup de pratiques à revoir, c'est vrai. Et il est vrai également que le législateur ne s'est pas encore totalement emparé de toutes ces questions, puisque tout ça est quand même assez nouveau. Voilà ce que je voulais vous dire. Et on va laisser Carole poser sa question. Pardon. Bonsoir. Je voulais savoir dans quelle mesure vous êtes en relation avec la police nationale. Est-ce que, par exemple, le matin, vous prenez connaissance des problèmes qui sont arrivés durant la nuit ? Juste sans votre intervention, est-ce que vous avez connaissance de tous les problèmes ? Par exemple, nous, dans notre immeuble, depuis cet été, on a eu je ne sais pas combien d'incendies criminels et on ne sait toujours pas si Paris Habitat, notre bailleur, a porté plainte. On ne sait pas s'il y a des enquêtes. S'il y a eu une enquête, parce qu'on a eu plein d'incendies criminels, on est asphyxié dans nos... Voilà, on a de la suie partout, de la fumée partout, tout le monde a peur, tout l'immeuble est immobilisé pendant 2 heures, et personne ne nous a dit s'il y a eu une enquête. Alors, on est tous agents de police judiciaire adjoints, on doit pouvoir être mis en relation avec un officier de police judiciaire dans un temps donné, en cas d'interpellation, de mise à disposition dans un cadre délictuel déjà. La base légale, c'est ça. Après, oui, effectivement, j'ai des réunions, on va dire, quasi hebdomadaires avec le commissaire de police, le commissaire adjoint, tout son encadrement. On a 2 types de réunions. C'est le GPO, le groupe de partenariat opérationnel, GPO Nord, GPO Sud, auquel participent certains de vos conseillers. Et également la réunion CETD, cellule d'écoute de traitement des doléances. C'est sur des problèmes plus importants sur certains quartiers. Vous, par exemple, on a eu une procession Bargue, c'est ça, sur des regroupements ? Regroupement sur procession Bargue. Oui, surtout en début d'été, au printemps, on avait des opérations communes avec la police, et assez nombreuses même, quand même sur l'arrondissement, hein, parce qu'il est grand. Et on en a pas mal chaque semaine, plusieurs même. Après, je ne dis pas spécialement sur votre quartier, mais on en a fait pas mal sur Rubargue et sur Procession et à la limite Falguière, parce que là, il y a 2 quartiers. On va parler juste de votre quartier. Et là, on l'emploie en fin de compte des effectifs de la police nationale, pas mal d'effectifs, le GPIS aussi, et notamment nos effectifs avec nos brigades de Sino. Voilà, parce qu'on n'en a pas trop parlé du fonctionnement de la police municipale, notamment les effectifs qu'il y a. On a aussi des équipes cynophiles où on peut se servir d'eux, qui viennent en soutien aux équipes. Et moi, étant le chef de soirée, je fais beaucoup de demandes des cynos. Voilà. Ça permet d'avoir... les chiens, ça calme beaucoup de monde, quoi, on va dire. Voilà. Et les GPS, ils ont leurs chiens aussi, pareil. Alors, donc, on monte des thématiques comme ça sur certains quartiers. Et notamment sur Bargue et Procession, et notamment aussi, si je m'en souviens bien, rue de la Quintini, où il y avait des regroupements, où il y a eu de la verbalisation aussi sur la tranquillité publique, voilà, des jeunes qui restaient au niveau des squares et tout ça. Voilà, la soirée, elle est assez bien remplie quand même, et notamment au printemps et l'été. Donc ça, c'est la brigade de soirée dont je vous parlais tout à l'heure, hein, un peu plus sécuritaire, un peu plus... offensive, on va dire, qui travaille beaucoup avec la police nationale sur les regroupements et les situations un peu plus délictuelles, un peu plus chaudes, comme, voilà, ça ne vous concerne pas, mais le square Pablo Casal, la dalle Beaugrenelle, où il y a eu quand même des faits de rixes et d'agressions assez graves avec des blessés. Voilà. Du coup, vous me conseillez de me rapprocher de qui pour savoir s'il y a une enquête ? Parce que nous, Paris Habitat nous dit que c'est des mégots, mais nous, on sait très bien que c'est criminel. On ne fait pas d'enquête. On assiste à un officier de police judiciaire, mais on n'a pas de pouvoir d'enquête judiciaire. On ne fait pas d'enquête. Tout ça, c'est la police nationale. Je vous conseille d'écrire à Écoute 15. Ils sont hyper réactifs. Je suis en permanence en contact avec eux. Donc c'est des SPAP, Écoute 15, je ne sais pas si vous... Non, mais je les ai en direct. Ah bah eux, ils répondent c'est impossible qu'ils ne répondent pas, eux, hein. Écoute 15, franchement... Je les mets en copie de mes mails voilà, sur la sécurité. Écoute 15, il n'y a pas de problème. Hein. Je leur demanderai en direct. Merci. Ils vous répondront. Hein. Merci.
Bonsoir, messieurs, dames. Je suis Madame Lamontagne, j'habite au 48 rue Bargue. J'ai mes fenêtres qui donnent directement sur le nouvel espace de détente autour du conservatoire. Est-ce que c'est de votre ressort? Oui, on est sur regroupement de voies publiques, nuisances sonores par des regroupements. Oui, oui, tout à fait. C'est traité en opération conjointe. C'était un autre point de doléance. Je crois que la fiche n'a pas été fermée. C'est dedans encore. Ah ouais, c'est encore dans les doléances. Donc c'est traité à la fois par la police nationale, mais par nous aussi, individuellement et en opération conjointe, les deux. C'est, on va dire, entre deux réunions, ça peut monter à 19-20 passages. Voilà, pour verbaliser, il faut qu'on constate faut qu'on ait la flagrance, quoi, qu'on tombe sur la nuisance, oui. Qu'on ait l'effectif suffisant, que voilà, c'est pour ça qu'on traite en opération conjointe, parce que si on est face à 50 jeunes, on ne va pas aller à un équipage face à 50 jeunes, je suis honnête. Donc, voilà. Je ne vous parlerai pas de rassemblement de jeunes, oui. Je vous parlerai des passages qui sont bien aménagés et qui permettent aux motos, aux vélos, aux livreurs tard le soir, de traverser en zigzagant au milieu des jeunes qui sortent du conservatoire. En ce moment, il commence à faire nuit de bonne heure. Et ces motos passent sans regarder s'il y a quelqu'un devant eux. Il y a une moto qui est depuis plus d'1 mois stationnée au milieu d'un passage. Elle a l'air d'être abandonnée. Je ne suis pas allé voir, monsieur, vous savez. Il faut juste savoir si ce n'est pas un passage privé, c'est ça surtout. Attendez, une résidente de l'endroit dit que la police est au courant, alors peut-être que... Oui. Moi, je fais beaucoup d'opérations là-bas et donc je connais bien le secteur, notamment ils ont refait en fin contre le conservatoire là, il y a quelques temps. Et en sachant que la plupart des jeunes, dès qu'ils nous voient, ils descendent dans le parking parce qu'il y a un énorme parking qui est maintenant plus ou moins abandonné. Et ça, c'est la complexité justement de pouvoir les attraper parce qu'ils nous repèrent de loin et on sait très bien que voilà, il y a un petit trafic aussi qui est implanté. Mais c'est un espace effectivement privatif et dont le parking, oui, le parking et notamment, faut voir sur la place s'il y a des parties qui appartiennent à l'HLM. Voilà. Nous, on peut intervenir si c'est voie publique. Mais si c'est une partie, si admettons le scooter est sur un endroit privatif, voilà, il va falloir voir comment on peut. J'ignore s'il y a des voies privatives à cet endroit-là. C'est l'ensemble des parterres qui ont été aménagés autour du conservatoire, où il y a beaucoup d'enfants qui jouent, et c'est très bien. Mais là, on est dans une situation de stationnement abusif, pour parler spécifiquement de la motocyclette ou du deux roues, quoi. C'est oui. Du stationnement abusif. Il faut faire une procédure sur 7 jours. C'est de la ventouse, quoi, tout simplement. Et pour ça, vous signalez à Écoute 15 ou à Monsieur Samama, parce que moi, je ne reçois pas les signalements, sinon j'explose. Voilà, fiche Solène. Et on fera une procédure de ventouse, stationnement abusif. Donc ça, c'est une unité spécialisée. On ne les fait pas directement en DT, on transfère à ce qu'on appelle l'unité épave ventouse de la DPMP, c'est toujours la police municipale. Il faut que le véhicule soit identifiable, qu'il y ait une plaque. S'il n'a plus de plaque, après, c'est l'UPA qui s'en occupe, c'est l'unité de police administrative. S'il n'est pas identifiable, on ne peut pas agir. Nous, on fera que déclencher la grue, c'est tout. Parce que les marchés de grue d'enlèvement, par contre, c'est nous. Enfin, c'est la ville de Paris. Donc moi, je peux déclencher la grue pour la police et pour moi. Mais je ne peux pas intervenir si le véhicule n'est pas identifiable. J'interviens que s'il est identifiable. Le fait que des véhicules, quelquefois de gros véhicules, même des voitures, passent par ces espaces pour retomber sur la rue du Taux. Si c'est une voie publique, ouais, on peut monter une OP. Ouais. Il retire tout simplement les... Il faut que ce soit interdit, quoi, la circulation. Il faut que ce soit une voie piétonne. Tu vas aller voir. Bon, mon collaborateur va aller voir. Si c'est une voie ouverte à la circulation, on ne peut pas. Mais si c'est une voie piétonne, on peut monter une petite OP. Ouais, c'est à quelle heure le soir? Mais c'est toute la journée. On peut monter une petite OP en journée, il n'y a pas de problème. En fait, c'est la résidence privée du 47 rue Bargue. C'est votre résidence privée du... Non, je parle des espaces verts qui ont été aménagés depuis que le conservatoire a été refait.
C'est le patrimoine de Paris Habitat. C'est le patrimoine de Paris Habitat. Patrice va y aller demain. À cet endroit-là, c'est Paris Habitat à cet endroit-là. Bon, peut-être. C'est le patrimoine de Paris Habitat avec une servitude. Oui, bonsoir. Avec une servitude. Allô? Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, ma question, moi, j'entends effectivement tout le monde dit Paris Habitat, privatif, public. J'ai écrit à la mairie pour savoir justement qui était propriétaire de cette voie, si c'est une voie privée ou pas. L'urbanisme, personne ne répond, tout le monde s'envoie la balle, c'est-à-dire c'est Paris Habitat. Paris Habitat dit non, c'est pas nous. Paris dit non, c'est pas nous. J'ai pas de réponse de l'urbanisme, j'ai pas de réponse des élus que j'ai contactés. S'il vous plaît, qui est propriétaire de cette voie? Est-ce que c'est une voie privée ou pas? Parce qu'on nous dit la police ne peut pas intervenir parce que c'est privé. Il n'y a même pas de nom à cette voie. Paris Habitat dit c'est pas nous. Alors, et on facture les habitants, enfin pour les espaces verts, pour l'entretien, on facture les locataires. Qui peut nous répondre? À qui appartient cette voie? Excusez-moi madame, est-ce que je peux vous demander à quel élu vous avez fait la demande exactement? Monsieur Pinet. Bah pourtant c'est bien lui qui est en charge de cette... Il m'a répondu gentiment, il m'a dit qu'il contactait les gens de l'urbanisme. Je l'ai eu en juillet, je l'ai relancé récemment, il m'a dit qu'il n'avait pas de réponse de l'urbanisme. Donc voilà, c'est... Alors relancez-le, hein, Monsieur Pinet, c'est un de mes deux principaux interlocuteurs avec Monsieur Samama. Il n'y a pas mieux comme interlocuteur, franchement. On va avoir la réponse, madame. Hein. Oui. Est-ce que vous savez à qui appartient cette voie? Alors là, comme ça, d'office, tout de suite maintenant, je ne peux pas vous dire. En plus, c'est vrai que sincèrement, hein, sur certaines portions de rue et sur certaines parcelles, hein, c'est ce qu'on vous disait, moi, ce qu'on m'avait expliqué un jour devant un immeuble, c'est en fonction de la couleur du trottoir. Cette partie-là du trottoir qui est telle couleur, c'est la voirie. De l'autre côté, c'est pas tout à fait la même couleur de trottoir. Là, ça appartient à l'immeuble. C'est impressionnant et c'est pour ça qu'on a besoin de réponses très précises avec les cadastres auprès de la voirie, parce que c'est ubuesque. C'est absolument ubuesque. Vous avez les jardiniers qui arrachent les feuilles, les plantes, qui laissent les canettes, enfin moi, qui laissent les canettes, les bouteilles. Et je leur ai dit, vous savez, si vous arrosez les canettes et les bouteilles de plastique, ça ne va pas pousser. Ce n'est pas notre boulot. Donc, j'ai dit, alors, qui nettoie l'intérieur des espaces verts? Ouais. C'est pas moi, c'est l'autre. Mais c'est pour ça que je vous dis, c'est absolument ubuesque. C'est complètement, enfin c'est vrai qu'on s'y attend pas. C'est complètement fou des fois sur des réfections de trottoirs, par exemple. Vous voyez des gens qui vont avoir un morceau de trottoir abîmé. Mais ce qu'il y a c'est que vous ne sachiez pas vous en étant là. C'est-à-dire c'est une réunion de quartier. Moi je vous dis, c'est Paris Habitat. On peut pas connaître chaque parcelle Paris Habitat, du 15e. C'est immense. Paris Habitat m'a invité à découvrir le plan de réaménagement de l'îlot Procession en me présentant tout ce qui est actuellement réalisé. Et donc, j'ai été invitée en mars 2023 à assister à cette réunion de présentation du réaménagement. Et c'était Paris Habitat, il n'y avait absolument pas la mairie. Donc, il y a peut-être une servitude de passage pour accéder au conservatoire. Mais sinon, c'est le patrimoine de Paris Habitat. Donc, on aura la réponse définitive parce que Paris Habitat nous dit c'est pas nous. Non, Paris Habitat n'a pas clôturé. C'était d'ailleurs reproché par les locataires qui disaient qu'il aurait fallu clôturer. Et excusez-moi, on va essayer de reprendre, le aménagé débat. par Paris Habitat. Alors, ok. On va reprendre le débat. Je crois qu'il restait quelques questions. Oui, je vois une main qui se lève. Oui. En ce qui concerne donc la voie publique, face aux 10 rue de la Procession, c'est un phénomène récurrent et on s'y plaint beaucoup, on n'arrive pas à de résultats. Il y a un regroupement de jeunes devant une boutique épicerie qui est ouverte toute la nuit et il y a tapage nocturne de la part de ce regroupement de jeunes. Très très pénible qui va jusqu'à 24 heures, c'est votre horaire, mais ça va même jusqu'à 3 heures du matin d'ailleurs. Hein. Donc là, c'est depuis longtemps et on n'arrive pas à un résultat. Oui. On l'a pareil dans la cellule d'écoute et de traitement des doléances, c'était un point qu'on avait. Donc l'épicerie, on participe
on va dire, au montage du dossier, si ça aboutit malgré les avertissements à une fermeture, parce que c'est en général, au final, c'est ce qui se passe. Mais ça, c'est l'unité de police administrative, donc c'est les pouvoirs judiciaires de la police nationale. Mais on y participe par nos passages et par nos rapports et éventuellement nos procès-verbaux aussi, si on arrive à établir une flagrance en nuisance sonore. Il y a l'étalage aussi, mais là, je ne pense pas qu'il y ait d'histoire d'étalage. Nos compétences en étalage et terrasse. Donc là, moi, mon collègue me confirme, et je crois que ça y est encore dans les points de doléances qui sont étudiés tous les mois avec la police nationale avec des passages communs de la police et de la police, des deux polices, police nationale et police municipale. Parce que la nuisance nocturne est forte et récurrente et c'est pas mal de ça. temps. Et regroupement devant cet établissement, mais c'est dans la rue. Tout à fait. J'ai pas dit que c'était. C'est bien dans nos compétences. Oui. Mais pour l'épicerie, pour aboutir à, on va dire à l'extrême, quoi, c'est-à-dire à la fermeture de l'établissement, c'est l'UPA, c'est l'unité de police administrative de la police nationale qui est très efficace sur le 15e. Oui, notamment. Pourquoi est-ce ouvert toute la nuit? Il y a tellement d'établissements. Jusqu'à 2h du matin. Ben oui. Ouais, c'est lourd. Enfin là, moi je parle a priori surtout des nuisances nocturnes très importantes. Ils ont encore fait fermer une épicerie dernièrement aux 50 rue d'Anzig. Parce que oui, ça attire tous ces jeunes avec l'alcool et probablement d'autres choses qui sont peut-être pas de votre sort, mais qui facilitent pas non plus, qui parlent doucement. Merci en tout cas de votre écoute. Bon. Moi, je veux parler des foyers qui sont 122 rue Falguière et 73 rue de la Procession. Donc ces foyers qui sont des résidences sociales sont des foyers d'immigrés, sont peuplés d'immigrés pour la plupart. Et donc jusqu'à aujourd'hui, les jeunes viennent dans les foyers et font la fête. Et moi, les délégués que j'ai vus encore la semaine dernière ou il y a 2 semaines me signalent que le problème n'est toujours pas résolu. La grande question qui est posée, je dirais, c'est que ces jeunes-là sont très organisés. Donc quand ils appellent la police, les jeunes, ils ont des guetteurs et pouf, et il n'y a plus personne. Là, on est sur consommation, trafic de stupes, espace privatif, donc les foyers. C'est police nationale, hein, c'est pas nous. On n'a pas de, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas nos missions. L'usage et la consommation et le trafic de stupéfiants. Il y a des projets de loi là-dessus, notamment sur la consommation, mais c'est pas d'actualité. Voilà, les amendes forfaitaires délictuelles, c'est un projet pour la police municipale, mais c'est pas voté pour l'instant. Juste une question subsidiaire. Est-ce que vos médiateurs peuvent intervenir? Dans quelle mesure vous avez des médiateurs? Est-ce qu'ils peuvent intervenir auprès des jeunes? Je sais pas. C'est même leur mission première. Sur les situations, les alertes X, le contact médiation et aller vers les jeunes. Oui, c'est même pas seulement les jeunes, hein, toute la population, mais et sans beaucoup les jeunes quand même. Donc on a une belle équipe de 11 médiateurs à la DT15. On a la chance d'avoir 11 médiateurs. Donc c'est des compétences bien différentes de la police municipale. Hein. C'est de la médiation, c'est de la communication, c'est des interventions. Ça peut être des interventions dans les établissements scolaires. Moi, je les implique de plus en plus parce qu'à un moment, c'était essentiellement la police municipale. Et oui, et notre coordinatrice des partenariats. Et maintenant, j'essaye d'impliquer aussi les médiateurs dans les interventions dans les établissements scolaires, notamment pour les interventions relatives au plan couteau, au plan RIX. Voilà. Il y a la journée de la femme qui arrive dans pas longtemps. Là, on a des journées à thématiques. Octobre rose. Donc leurs maraudes sont principalement ciblées dans les QPV, dans les quartiers politiques de la ville, donc Périchaud et Falguière hein, pour le 15e, et les QPP aussi, quartiers populaires
enfin voilà, on les cible en priorité dans les quartiers populaires. Et bien sûr, quand il y a des alertes X, pendant une semaine, on les met uniquement. Je sais que récemment, on a eu la zone Citroën Ballard, où on a eu une alerte X dans le jardin blanc. Jenny Jendi, dans ce secteur. Je les ai programmés toute la semaine dans le secteur. Voilà, ils vont au contact des jeunes, mais ce n'est pas les seuls à bien sûr aller au contact des jeunes. Hein. Il y a d'autres associations, d'autres assos que je nommerai pas qui vont au contact des jeunes aussi. Il y a plusieurs échelons, quoi. Vous n'êtes jamais en civil? La police municipale n'a pas le droit de travailler en civil, comme n'a pas le droit de faire d'enquête judiciaire non plus. On assiste à un officier de police judiciaire par des rapports administratifs, par l'établissement, mais on ne travaille pas, on n'a pas le droit de travailler en civil. Et voilà, et on n'a pas le droit de faire d'enquête judiciaire. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci pour les réponses. Merci pour votre présence et pour le travail que vous faites. Je vous propose de passer au deuxième sujet qui est le budget participatif avec Mathieu Luineau. Je vais te laisser le micro. Bien, merci, bonsoir à tous. Donc sur le budget participatif, quelques points d'étape sur ce qui a été réalisé, ce qui a été voté cette année et ce qui est en cours de réalisation ou d'étude. Petit rappel juste pour vous dire que donc, le budget participatif, comme chaque année, il nous permet en 2025 de financer à peu près 7 millions d'euros de budget d'investissement. Donc c'est très important quand on ramène ce montant-là à la capacité d'investissement de l'arrondissement. Et c'est vrai qu'historiquement, ça a permis un certain nombre de réalisations d'ampleur, notamment dans votre quartier. On a parlé tout à l'heure du conservatoire Frédéric Chopin, qui a été en grande partie financé dans son renouvellement par le budget participatif, avec plus de 5,5 millions d'euros répartis sur 3 éditions il y a quelques années. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que je représentais le maire à un jury de concours pariculteurs il y a quelques semaines et qu'on installera donc sur la toiture du conservatoire un espace d'agriculture urbaine tel que c'était prévu au départ, avec un espace très feuillagé, ce qui permettra, pour rester dans la philosophie du projet, d'avoir une perspective aussi depuis l'espace public sur un espace un peu plus végétalisé en toiture, avec tout un travail autour du thé qui sera réalisé, mais on aura l'occasion de vous en reparler dans une prochaine réunion peut-être, on verra. Donc tout ça pour vous dire que c'est évidemment un dispositif qui est important. Cette année, juste pour faire une incise sur l'arrondissement plus généralement, il y a 4 projets qui ont été retenus lors du vote au mois de septembre dernier, avec un gros projet qui concerne la rénovation des piscines dans l'arrondissement. C'est un équipement qui coûte très très cher à rénover, pour lequel il y avait des vrais besoins en matière de réhabilitation, donc qui représente à peu près 2 400 000 euros. C'est un premier projet pour l'arrondissement. Ensuite, un autre gros budget qui a été dédié à la rénovation des écoles, avec le besoin notamment de s'adapter aux problématiques du plan climat. Bonne soirée. Merci beaucoup. Et donc d'adapter les écoles aux enjeux du plan climat, notamment par la réhabilitation et la préparation de l'isolation thermique notamment, et les équipements en tableau numérique interactif qui étaient demandés par plusieurs écoles. Et on est en train en ce moment même avec ma collègue Chantal Rolgen et le maire de sonder les écoles pour essayer d'identifier les différents besoins. Un troisième gros projet pour 2 400 000 euros qui concerne, pas forcément dans votre quartier directement, mais des investissements sur tous les équipements culturels, notamment le carré Brancion et notamment la halle aux chevaux, qui sera mieux isolée, notamment parce qu'il y a des problèmes d'infiltration en temps de pluie. Et puis le dernier projet qui est plus petit, pour à peu près 500 000 euros, qui va couvrir une extension des dispositifs d'éclairage intelligent, notamment dans le quartier Falguière. Alors on est en train de regarder avec les services quelle rue exactement on va déployer en premier. D'ailleurs, si vous avez
peut-être des idées, des besoins à faire remonter au conseil de quartier, n'hésitez pas, hein, même si c'est le dernier conseil de quartier, je pense que le président, tous les conseillers de quartier sont ravis de recueillir ces besoins-là. Donc on est en train de faire ce travail d'identification, et ça me permet donc de revenir un peu plus en détail sur ce qui est toujours en attente de réalisation, puisque je le mentionnais, il y a des budgets assez conséquents qui ont été développés pour ce quartier, mais il y a aussi des projets qui sont toujours en cours de réalisation et en cours de réflexion. En 2022, il y avait un projet, donc budget participatif, qui concernait la sécurisation des abords de l'école de la Croix, donc avec l'installation notamment de ralentisseurs aux abords de l'école, pour une enveloppe d'à peu près 60 000 €. Le projet est actuellement donc en cours d'études par les services, et il est prévu qu'il soit livré en fin d'année, donc fin d'année 2025, tout début 2026, donc ça va arriver prochainement. La même année, il y avait un autre budget participatif qui concernait le quartier, qui concernait la rénovation des aires de jeu, et notamment pour faire des aires de jeu inclusives au niveau du square Alré Quintini, donc pour à peu près 250 000 €. En ce moment, il y a les études qui sont en cours de réalisation par la DJS notamment, Direction de la Jeunesse et des Sports. Donc les études techniques et de faisabilité en cours pour voir quels agrès on peut installer pour s'intégrer au mieux dans ce square. Il y a un gros projet avec des travaux qui viennent de commencer au niveau de la médiathèque Marguerite Yourcenar, donc pour adapter la médiathèque aux enjeux pareil du changement climatique, qui était un projet qui avait été plébiscité en 2023, pour lesquels on est en train d'installer donc un changement de l'éclairage. On passe à un éclairage LED qui consomme moins, qui est moins polluant, on va dire, d'un point de vue de la pollution lumineuse en soirée. On remplace les stores pour essayer notamment d'éviter d'avoir trop recours à la climatisation en été. Et on va aussi installer une pergola végétalisée, donc pour aussi rendre l'infrastructure plus agréable aux riverains et aux usagers de la médiathèque. Donc les travaux viennent de commencer avec une livraison courant 2026 sans encore de date définitive, mais tout ça est en cours. Et 3 autres projets, donc toujours sur les équipements culturels. On a des études qui sont en cours au niveau de la DAC, donc la Direction des Affaires culturelles, pour une enveloppe d'à peu près 100 000 €, qui vise à améliorer l'équipement toujours du conservatoire dans tout ce qui est matériel informatique, d'instrumentologie numérique, de rachat d'instruments un peu plus modernes et de modernisation du mobilier, donc pour les usagers du conservatoire. Et 2 projets plus petits cette fois-ci. Un projet plus petit qui est celui d'une promotion de l'alimentation saine et durable. Ce qui est financé, c'est l'installation d'un espace cuisine au niveau du centre de développement local Falguière, le CDL Falguière, pour à peu près 15 000 €, qui normalement a été livré ces derniers mois. Je ne sais pas s'il y a un représentant du CDL Falguière parmi vous, mais qui a été livré donc il y a quelques mois, et tout ça sera complété donc par les études qu'on a déjà commencé à réaliser sur ce fameux projet d'éclairage intelligent qui a été retenu donc cette année, qui avait été notamment déposé par des riverains du quartier, puisque c'est issu des regroupements de projets qui avaient été déposés sur le même thème dans plusieurs endroits de l'arrondissement. Et donc tout ça est en cours d'étude. Vous savez, c'est un projet qu'on avait déjà déployé dans d'autres quartiers du 15e arrondissement depuis quelques années, qui porte ses fruits, puisqu'il est aussi en cours d'expansion dans d'autres arrondissements parisiens. Donc voilà, en quelques mots sur l'état des lieux, on va dire, des projets qui ont été votés mais qui ne sont pas encore réalisés, qui sont en cours de réalisation. À la fois des grosses enveloppes qui ont été débloquées par le passé. À peu près, là, dans les différents projets que je viens de vous mentionner, il y en a pour à peu près 1 200 000 €, donc, qui ont été provisionnés, on va dire, dans le budget de la ville. Donc tout ça est en cours de réalisation, à modulo les différentes étapes que je viens
dégrainer avec vous. Évidemment, il y a quelques projets, hein, on l'a vu, qui ont été votés dès 2022, mais dont on attend encore la réalisation. Bon, c'est vrai que cette mandature, elle a été un petit peu percutée, comme vous le savez, en début de mandature, parce qu'il y avait la période du Covid qui a ralenti, qui a rendu impossible l'engagement de tout un tas de travaux. Après, on a eu la période notamment des Jeux Olympiques qui nous imposait là aussi de stopper un certain nombre de réalisations. Donc c'est pour ça que cette mandature-là, on avait peut-être eu quelques retards sur la réalisation de quelques projets, mais je crois que dans l'ensemble, c'est quand même des budgets conséquents qui vous ont permis, que ce soit vous ou d'autres habitants de l'arrondissement, de vraiment choisir, on va dire, des grandes priorités d'investissement au niveau du 15e, avec, comme je le disais, quelques projets assez emblématiques, notamment pour le quartier, avec le conservatoire, et qui est toujours en cours d'ailleurs d'évolution, comme je le disais. Je ne sais pas s'il y a quelques questions là-dessus. Je vois une question. Moi, j'en ai une. Bonjour, je représente l'association 48 Bargues Association, l'association des locataires du 48 rue Bargues. Et vous parliez du budget participatif de notre quartier qui a remporté donc, sur 3 années, donc c'était 2017, 2018 et 2019, le budget participatif de 5 500 000 euros. Et en fait, il s'agissait de l'initiative de ma prédécesseuse qui voulait embellir et sécuriser son pâté de maison et celui d'en face. Donc l'îlot Bargues, enfin l'îlot Procession et l'îlot Bargues. Et en fait, pendant 2 ou 3 ans, je n'ai pas arrêté de demander des comptes pour essayer de voir si l'ensemble des 5 500 000 n'était pas parti sur le premier des 2 îlots qui a été traité, à savoir l'îlot Bargues. Et on m'a dit, mais non, on garde l'argent de côté, vous inquiétez pas, 5 500 000, on ne va pas tout mettre du même côté. Et au mois de mai, j'ai vu le maire qui m'a dit, mais non, il n'y a plus d'argent sur ce budget. Donc nous, on est en face, on est sur le trottoir d'en face, on est les initiateurs de cette demande et d'embellissement et de sécurisation. Et finalement, je découvre là qu'il y a eu un seul des 2 îlots qui a été traité, mais surtout que l'argent est parti surtout au conservatoire, alors qu'il me semblait que c'était plutôt le ministère de la Culture qui était supposé pratiquer la rénovation du conservatoire et non pas le budget participatif qui était pour le quartier. Du coup, ma question, elle est double. Est-ce qu'il reste de l'argent pour notre îlot, l'îlot Procession, parce que ça inclut aussi la place Kandinsky, ça inclut notre immeuble. Et puis la deuxième question, où est passé l'argent? Du coup, est-ce que tout a été mis sur le même projet, à savoir l'îlot Bargues? Et dans ce cas-là, qui surveille ça? Enfin, parce que vous comprenez le problème. Nous, on demande quelque chose pour notre immeuble, les alentours, la sécurisation. Finalement, il y a un seul des 2 qui est traité. Et pour un budget dont on apprend que ça aurait dû être le ministère de la Culture qui aurait dû s'occuper surtout du conservatoire. Voilà. Alors, quelques éléments de précision. D'abord, juste pour vous dire que les 5,5 millions, c'est pour le conservatoire, c'est pas la même ligne, c'est pas le même budget participatif que. Les 5 500 000, c'était sur les 3 années, 2017, 2018, 2019, et c'était sur le projet initié par Mina Aïssaoui avec cette association. Il y a d'autres lignes sur la réhabilitation. Madame Lamontagne est témoin ici. Moi, j'ai tous les archives. C'est bien l'initiative de notre association pour le réaménagement de l'îlot Bargues et l'îlot Procession, uniquement. Et il y a un autre budget participatif qui est dédié au conservatoire. Donc il y a différentes lignes. On a le même chiffre, alors 5 500 000 sur 3 ans. On a exactement les mêmes chiffres. 5 500 000 sur 3 ans récoltés dans le cadre du budget participatif, mais c'était à viser de 2 îlots qui devaient être réaménagés, rénovés et surtout sécurisés. Voilà, ça, le micro, madame. Ça c'est le chiffre que j'ai, 8,5 millions. Voilà. Au départ, c'était ça. Quand on nous a dit ça concerne également le conservatoire parce qu'il est trop petit, il est vétuste, on a dit OK, on commence par le conservatoire de façon à donner la priorité aux enfants. Si ce n'est que nous, maintenant, les enveloppes sont vides et on passe au travers de tout. La place Kandinsky et tout l'environnement du 48 Bargues.
on est toujours dans la même saleté. La place Kandinsky, vous ne voudriez pas y mettre un pied en ce moment parce que c'est impraticable. Hein. Ça sert de rangement à toutes les entreprises de BTP du coin. Hein. Ils entassent ça tous les matins. J'entends les camions qui viennent, qui chargent, qui déchargent, qui font tout un trafic. Et qui plus est, depuis maintenant plusieurs mois, les siphons d'évacuation des eaux sont bouchés. Quand il pleut un petit peu, la place est pleine d'eau. Les liens Internet sont toujours valables et j'ai aussi fait les captures d'écran. Voilà, c'était bien 5 500 000 pour ça, pour l'îlot Bargue et l'îlot Procession, pour l'embellissement et la sécurisation. Parce qu'en effet, le conservatoire aurait dû être pris par les services de la ville de Paris, le service culturel. Donc sur ce projet, il y a effectivement un reliquat déjà de plusieurs millions d'euros, vous l'avez dit, qui existe avec des études qui sont engagées en réalité depuis quelques années par les services de la ville, et avec des enveloppes qui effectivement sont à compléter, parce que même avec que ce soit une enveloppe de 8,5 millions, 9 millions d'euros, ça ne suffit pas évidemment à réhabiliter l'intégralité du secteur, et qui sont à compléter, comme c'est d'ailleurs toujours le cas dans les grands projets d'ampleur, par le budget de la ville, qui suffit de toute façon, parce que le BP, encore une fois, ne suffit pas à financer des projets d'une telle ampleur. Et donc sur le projet dans son ensemble, je pense que je crois que vous avez parlé avec le maire, qui vous a peut-être apporté des éléments de détail sur Pas du tout. Le développement urbain plus détaillé. Je l'ai croisé en fête de quartier le 17 mai et je lui ai dit, parce que moi c'est quelque chose que je rappelle, je l'avais déjà rappelé ici, j'avais déjà dit, voilà, 5 500 000 récoltés en 2017, 2018, 2019 pour ce seul et même projet de réhabilitation et de sécurisation de l'îlot Bargue et l'îlot Procession. Où en êtes-vous? Et surtout, puisque vous avez commencé les travaux à l'îlot Bargue, assurez-vous s'il vous plaît qu'il nous reste de l'argent pour l'îlot en face, qui est l'îlot Procession. Et on m'a dit, oui, ça ne se passe pas comme ça, on fait attention. Alors du coup, ma question, c'est, mais qui fait attention? Puisque là, vous me dites que tout a été englouti. Je conçois très bien... Non, il reste une enveloppe, mais qui, effectivement, n'est pas suffisante pour tout financer, mais tout comme l'enveloppe initiale ne permet pas de tout financer, vu l'ampleur des travaux qui sont réalisés. Donc, le budget participatif sert notamment à amorcer... comme c'est le cas d'ailleurs dans plusieurs projets, à amorcer tout ce qui est étude de faisabilité technique, parce que ça permet d'ancrer quelque part le déblocage d'une première enveloppe budgétaire, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a été employée au cours des dernières années pour lancer ces études de faisabilité technique par les services. Et maintenant, la partie qui reste, elle est à débloquer sur d'autres budgets. Alors, ça pourra faire l'objet d'autres budgets participatifs ou d'un investissement sur le budget de la ville, avec d'autres inscriptions dans d'autres lignes budgétaires, que ce soit les différents plans d'investissement de la prochaine mandature, par exemple. Mais c'est vrai que sur l'opération urbaine en elle-même, j'ai pas forcément les détails techniques, parce que c'est, encore une fois, et c'est partagé, comme le disait ma collègue Louise Agathe, mais on peut regarder où en est exactement l'état d'avancement des études technique pour revenir vers vous, et l'enveloppe n'est jamais vide, elle n'est jamais vidée, puisqu'il restait un reliquat de plusieurs millions d'euros qui est provisionné, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui est provisionné pour permettre ensuite de financer les autres briques de l'opération, une fois que le reste du budget sera déployé, que ce soit encore une fois dans une enveloppe budget participatif ou une enveloppe d'investissement plus généraux de la mandature sur le budget de la ville. Je ne sais pas si vous avez... Non, je ne suis pas arrivé avec le dossier préparé et en ayant vérifié, mais on peut éventuellement monter une réunion si vous le souhaitez pour le faire tous ensemble et en détail. Mais ce qu'il faut... Je voulais bien comprendre, votre question, elle concerne les espaces extérieurs ou elle concerne le bâtiment ? Ah non, les espaces extérieurs, l'îlot Procession, l'îlot Bargue, c'est des pâtés de maison. Mais parce qu'il y a le bâtiment lui-même, ça dépend. Il y a des choses qui dépendent du bailleur, de Paris Habitat. Oui, mais... Et donc là, avec une rénovation, etc. Et là, c'est en ça que je pense qu'il y a une petite confusion si
si on prend en compte effectivement... Ça devait inclure la place Kandinsky. Mais bien sûr, bien noté, mais je ne dis pas le voilà. contraire. Et même si vous regardiez les interventions des uns et des autres dans tous nos conseils d'arrondissement, etc., dans tous les programmes de tous les candidats en 2020, la place Kandinsky, il faut la refaire. Il faut la refaire et il faut lui redonner un apaisement, comme le gymnase Falguière, comme la casquette... voilà, où un temps avait été envisagé de placer le centre social. Enfin, tout cet espace-là, tout ça est en cours. Ça prend du temps parce que le temps de l'urbanisme est très très long. Mais il faut distinguer quand même 2 trucs, c'est-à-dire les espaces publics, pour lesquels, enfin, il faut distinguer même 3 trucs. C'est-à-dire, alors, le ministère de la Culture, malheureusement, je ne crois pas qu'il soit intervenu sur le conservatoire. Ou en soutien peut-être un petit peu, mais pour moi, c'est la ville... Oui, non, mais c'est la direction des affaires culturelles. Non, mais il ne faut pas confondre le ministère. Le ministère, c'est l'État. Donc voilà. Donc il y a la direction des affaires culturelles et un budget participatif qui sont intervenus sur le conservatoire. Ensuite, il y a un autre budget participatif qui, là, effectivement, en 3 phases. Ça, vous avez raison. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais on pourra les vérifier. Est une intervention sur les espaces publics urbains pour revenir à un urbanisme qui ne soit pas un urbanisme sur dalle. Enfin, vous connaissez le truc, on en a parlé 1000 fois ici. Dans la première phase a été de supprimer les passerelles. Voilà, exactement, etc. Bon, donc il y a ça. C'était avant. Et après, il y a le bâtiment. Mais donc, voilà, il ne faut pas avoir d'inquiétude. Enfin, ça va se faire, en fait. Ah non, mais c'est attendu depuis, je ne sais pas, 20 ans. Hein. Donc, l'inquiétude, elle vient du fait que c'est d'autres... Le budget participatif, il n'a pas été voté il y a 20 ans. Non, mais je veux dire, ça, c'est réclamé par les locataires depuis 20 ans. Et donc, c'est pour ça que l'association de locataires a décidé d'inscrire ça au budget participatif. Donc, ça a été retenu par la mairie, ça a été voté par les habitants. 3 années de suite, 5 500 000 pour 2 îlots. Et donc, ça devait être les extérieurs. Sécurisation, embellissement, îlot Bargue, îlot procession. Seulement l'îlot Bargue a été traité. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il n'y a plus d'argent pour l'îlot procession. Je ne sais pas qui a dit qu'il n'y a plus d'argent. Enfin, pardon, mais personne n'a dit qu'il n'y a plus d'argent. Louise Agathe était là, mais bon. Peut-être que c'est un... Alors, pardon, micro, mais... Enfin, en tout cas, c'est des enveloppes qui... C'était... Bon, t'étais là. Le maire m'a dit ça. Donc... Non, il y a pas... Il m'a dit qu'il n'y a plus d'argent. Non. Direct. Non, alors attends. Non. En plus, on vient de le réexpliquer, donc on va le redire tranquillement. L'enveloppe n'est pas vide. L'enveloppe n'est pas vide. En fait, je sais pas. Les travaux sont finis depuis 2024. Donc nous, on attend quand est-ce qu'on va faire nos travaux à nous. Oui, de notre côté. En fait, alors déjà plusieurs choses. Toutes les études qui ont pu être menées n'ont pas forcément abouti à quelque chose de faisable. La faisabilité n'est pas forcément là, hein, puisqu'on est avec la complexité des parkings souterrains. Ça, on en a parlé plein de fois. Et l'enveloppe n'est pas vide. Il n'y a plus d'argent. Ça concerne en vérité la question, et ça on l'a dit plusieurs fois et on ne s'en cache pas, de refaire les trottoirs, de refaire les voiries. Là, on arrive sur une fin de mandature et il n'y a plus les budgets pour ça. Par contre, on n'a jamais dit que l'enveloppe dédiée à la restructuration de l'îlot était vide. Et le problème, c'est qu'on peut pas. Mais non, mais on peut pas non plus lancer des demi-travaux. C'est-à-dire que s'il manque une partie pour la réalisation des travaux qui sont prévus ou étudiés par les services de la ville, ils sont obligés d'attendre pour lancer les opérations que l'intégralité du budget soit débloquée. Donc, c'est pas parce qu'il reste un reliquat qu'on peut lancer les travaux avec ce qui reste. Il faut attendre d'avoir les compléments budgétaires pour pouvoir lancer l'opération globale, totale. Du coup, il n'y a tellement pas d'entente entre la mairie et Paris Habitat que Paris Habitat nous a proposé un plan de réaménagement juste pour notre immeuble, n'incluant pas la place Kandinsky, et qui est donc à visée d'embellissement, de confort ou de sécurisation. Mais malheureusement, le projet qui a été présenté est absolument... vraiment, il ne sécurise rien du tout. Donc c'est de l'esbrouf. C'est hallucinant. Hallucinant. Donc, comment ? Mais surtout, il prévoit de ne pas sécuriser notre sous-sol, alors que le point faible de notre immeuble, c'est l'entrée du parking.
où on a le parking qui est ouvert H24 avec des dealers, des squatteurs H24 dans les niveaux -1, -2, -3, -4 qui remontent dans notre immeuble. Voilà. Donc ils ont prévu par Habitat de mettre des barrières, mais n'incluant pas les portes de parking. Donc c'est hallucinant. Donc on va retrouver des jeunes de la même façon qu'aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions sur le budget participatif ou on peut passer au bilan du conseil de quartier? Bon, je te donne la parole alors, Louise Agathe. Alors donc, comme Monsieur Luineau l'a déjà un petit peu dit dans son point précédent, nous arrivons maintenant en fin de mandat du budget participatif, pas du tout, du conseil de quartier. Pardon, excusez-moi. Et donc, on voulait vous faire un petit bilan, vous montrer tout ce que ces conseillers de quartier, pendant ces 6 dernières années, ont pu faire. À quoi ça sert un conseil de quartier? J'en profite également pour leur dire à tous un très grand merci pour leur temps, leur investissement. Alors pour nous, c'est pas tout à fait fini, hein, on va se revoir un peu. Mais pour les réunions publiques, en tout cas, c'est certainement la dernière. Et voilà, et vraiment leur dire à tous un très grand merci parce que ces conseillers de quartier que vous voyez à chaque réunion prennent sur leur temps libre, sont toujours à l'écoute de leur quartier, des problématiques du quartier, sont des véritables relais. Et voilà, et ils font ça tout à fait bénévolement et pour le bien de tous. Donc voilà, un très grand merci à vous tous pour votre présence très ponctuelle et votre aide dans la vie du quartier. Merci. Merci à toi, notre marraine. Alors, donc, nos réunions publiques, comme vous avez pu le voir, en fait, ont 2 objectifs, 2 très grands objectifs. Hein. Tout d'abord, c'est d'instaurer ce qu'on a mis en place avec vous, comme vous avez pu le voir ce soir, à savoir un dialogue entre vous et nous. Vous voyez qu'à la tribune, vous n'avez pas forcément toujours les mêmes élus qui sont présents. On a essayé, avec les conseillers de quartier, de faire venir différents services. Pareil, que ce ne soit pas toujours les mêmes services qui soient à votre rencontre et que nous puissions être là aussi à votre écoute pour pouvoir répondre à vos questions et entendre parfois aussi vos remontées du terrain. Donc ça, c'est très important. Ça permet de croiser ce qu'on appelle nos expertises entre vous, votre expertise d'habitants qui vivez au plus près de chaque micro-quartier à l'intérieur de notre grand quartier, et puis d'avoir aussi l'expertise des services ou de certains élus pour pouvoir parfois apporter des réponses. Ensuite, on est aussi là pour vous informer sur les projets d'envergure. C'est vrai que ce conseil de quartier Alray-Procession a toujours été très présent, notamment sur la grande restructuration qu'il y a pu y avoir sur la première partie de l'îlot Bargue, sur la restructuration du conservatoire. On a eu beaucoup débattu aussi sur l'implantation du centre social. Donc voilà, c'est vrai que c'est aussi le lieu où on peut vous présenter les grands projets, où vous pouvez venir chercher de l'information sur les grands projets du quartier. Donc ça, c'était vraiment quelque chose d'important. Donc si on reprend un petit peu les grands sujets qu'on a pu aborder, donc au cours des 6 dernières années, ça représente quand même 15 réunions que nous avons pu tenir avec plus de 40 sujets qui ont été abordés. Les plus grands sujets qui reviennent assez souvent sont bien évidemment l'urbanisme, ça on en a parlé, aussi les espaces verts, puisque c'est à l'origine de ce conseil de quartier qu'on a pu avoir l'implantation notamment d'un canipark. Donc bravo encore aux conseillers de quartier pour cette belle idée. La végétalisation des rues, on a beaucoup parlé de sécurité encore ce soir, mais on sait que c'est un des premiers sujets qui vous préoccupe au quotidien. Donc on a beaucoup parlé de sécurité, mais on a aussi essayé de faire la part belle à la santé, à la solidarité, et puis à la présentation des acteurs locaux. Au cours des 6 dernières années, on a aussi essayé de proposer aux différentes associations, aux différentes fondations qui sont vraiment présentes dans notre quartier, de pouvoir venir se présenter, expliquer leur action auprès, alors c'était souvent des associations ou des fondations qui agissent auprès des personnes en difficulté, qui font preuve de solidarité. C'était aussi important de pouvoir les mettre en avant dans ce conseil de quartier, de montrer tout leur travail. Ensuite, donc, nous avons aussi eu nos fêtes de quartier. Et ça, voilà, c'était le gros travail aussi des conseillers de quartier, de travailler à l'organisation. On a donc pu faire 4 fêtes de quartier entre 2022 et 2025. C'est une occasion de nous retrouver dans différents squares. Alors on l'a fait au square Necker, on l'a fait
au Square Alray, au Square Alray. Donc voilà, et c'est un moment de convivialité où on est heureux de se retrouver, où on fait venir à la fois des animations, mais aussi encore une fois des acteurs locaux pour venir à votre rencontre. Donc c'est toujours des bons moments passés ensemble. On fait aussi venir des acteurs culturels dans ces moments-là. On a pu organiser des petits concerts notamment qui étaient très sympathiques. Donc voilà. Ça, c'était aussi un grand travail. L'autre grand travail des conseillers de quartier que vous voyez là, ça a été aussi de travailler sur des budgets d'investissement. Donc là, on peut vous présenter des investissements qui ont été mis en place lors de cette mandature. On a donc eu, dès 2022, l'installation d'une boîte à livres au Square Necker. Et ensuite, ça a pris un petit peu plus de temps, mais on y est arrivé. L'installation du brumisateur au Square Necker. Donc, il est mis en place l'été. On en avait beaucoup discuté de l'importance, notamment, de ces brumisateurs avec le changement climatique, mais aussi, finalement, dans un élan de solidarité, de pouvoir permettre à tout le monde d'avoir un point où se rafraîchir. Ça avait été important. Alors, ça avait été un petit peu long à mettre en place. C'est pour ça que vous le voyez sur deux budgets, sur 2 années. Mais on y est arrivé. L'été dernier, le brumisateur a été mis en place pour notre plus grand bonheur. Et puis, enfin, le dernier budget qui avait été voté par les conseillers de quartier, c'était de mêler à la fois un petit peu de nouvelles technologies et de sport pour que au Square Necker, eh bien, en fait, vous puissiez faire du vélo et tout en faisant du vélo, eh bien, vous pouvez recharger votre téléphone puisque le vélo est équipé d'un port USB pour pouvoir recharger son vélo. Donc, on voulait mêler à la fois un petit peu numérique et sport. C'est vrai que l'installation d'agrès dans les espaces publics et dans les espaces verts, c'est quelque chose maintenant qui est très recherché par les citadins, de pouvoir faire du sport en extérieur sur des agrès. Donc, c'est vrai que ça se développe beaucoup. Et à notre mesure, nous avons choisi de le faire aussi au Square Necker. Alors vous me direz, le Square Necker avait déjà des agrès, c'est vrai, mais ça permettait d'en rajouter un avec un petit bonus avec ce système de chargeur. Voilà, donc merci encore pour les très bonnes idées. Et en ce qui concerne d'ailleurs les agrès du Square Necker, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils vont être rénovés et qu'il va y en avoir des nouveaux d'installés aussi. Voilà, la division des espaces verts va aussi installer des nouveaux agrès au Square Necker pour aider à la pratique sportive quotidienne en extérieur et gratuite dans nos parcs parisiens. Donc voilà un petit peu tout ce que je pouvais vous présenter sur l'intérêt de ces conseils de quartier. Donc je ne peux que vous inciter à guetter dans les informations municipales le prochain renouvellement. Nous avons toujours besoin de personnes qui s'investissent. Je pense que voilà, le bilan est quand même assez positif pour les conseillers de quartier. C'est intéressant déjà de se rencontrer parce que ça permet de rencontrer d'autres personnes de son quartier, mais aussi de chercher à s'investir de manière très pratique par le biais de ces réunions publiques, des budgets d'investissement et puis de fonctionnement, l'organisation des fêtes de quartier. Voilà, ce sont toujours des bons moments. Donc guettez ça, regardez ça et puis n'hésitez pas à faire acte de candidature puisque c'est un tirage au sort qui permet de faire partie des conseils de quartier pour la prochaine mandature. Voilà. Je pense pas qu'il y avait forcément des petites questions. Si, question. Oui, monsieur. On va juste attendre le micro. Les réservoirs de Grenelle. Ah. Oui. Alors. J'arrive. Attendez, on va poser la question dans le micro et j'essaie de vous faire une réponse. Le micro. Oui, je reformule. Oui, les réservoirs de Grenelle, ça fait 10 ans que ça dure. On voulait y mettre des truites. Bon, ça a été tout et n'importe quoi. Actuellement, tout est arrêté, apparemment. Et qu'est-ce que ça devient ? Alors, c'est toujours en discussion. Une réunion se tient dans le bureau de Monsieur le maire pour faire justement une mise à jour de où on en est. Effectivement, il y a eu, et ça c'est pareil, hein, c'est un projet qui a été beaucoup discuté ici en conseil de quartier. Il y a eu plusieurs projets qui malheureusement n'ont pas pu aboutir, notamment pour des problèmes de budget. C'est-à-dire que les personnes qui étaient porteurs de ces projets n'avaient pas forcément les budgets nécessaires pour pouvoir aller jusqu'au bout. En plus de ça, les riverains n'étaient pas tout à fait d'accord sur l'utilisation des réservoirs pour y faire de l'aquaponie. Donc bon, c'était un petit peu compliqué. En tout cas, pour l'instant, effectivement, il y a un statu quo. Les réservoirs sont vides et on cherche toujours un projet qui tienne la route pour ces réservoirs qui sont de toute façon classés protégés. Voilà, merci. Voilà. Bon, on arrive à la fin du conseil. Tu avais une dernière question ?
Juste pour savoir, le vélo chargeur et le brumisateur sont déjà en place au Square Necker? Ah, mais j'étais pas au courant. Ok, très bien, merci. Ben, je voulais vous... Oui, une dernière question, madame. Et ce sera la dernière, après on conclura. Je voulais signaler tout à l'heure, vous parliez d'éclairage intelligent sur le quartier. Depuis déjà plusieurs mois, le lampadaire situé à l'angle de la rue Platon et de la rue Bargue ne fonctionne pas. Alors, je l'avais signalé, mais bon, certainement, ça n'a pas... C'est noté. Je l'avais signalé aussi au dernier conseil de quartier. Ça fait vraiment un gros trou noir. Platon, Bargue. Oui, je l'avais signalé. Et on nous a dit qu'il y avait un problème électrique. Mais bon, ça fait des mois et des mois. On l'a signalé plusieurs fois d'ailleurs. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre présence. Je voulais remercier les conseillers d'avoir voté pour moi en tant que président. Louise Agathe pour tout le temps que tu nous donnes. Les personnes présentes, Florian et Mathieu, j'allais dire Sylvain, je ne sais pas pourquoi. Merci à vous pour votre présence parce qu'il y a beaucoup d'irréguliers. Moi c'est un peu mon dernier conseil de quartier avec un petit pincement au cœur. Je voulais vous dire, ouais, peut-être. Merci encore, bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée. Remercie notre président. Et juste merci à notre président aussi qui vient de parler, voilà, qui a animé le conseil de quartier.